On a évoqué un peu des choses dans les Salut la articles, meute là. et bienvenue dans ce nouveau... Et donc on va voir. Alors là, c'est un peu la vidéo plus vulgaire, mais voilà. Les animaux les plus intelligents du monde. Alors le top 10, je sais pas ce que ça vaut, mais on va Au top regarder 10. ça. Cette fois-ci, on va parler des animaux les plus intelligents au monde. Et vous allez voir, il y en a, ils sont pas loin du QI d'Einstein. Alors, déjà, en 10ème position, on va retrouver le grand dauphin. Vous allez voir, Ok. lui, il est capable de certains trucs assez dingues. Déjà, ce mammifère possède une personnalité propre à lui-même. Chaque dauphin a sa personnalité et ils sont tous Ça. uniques, comme chez nous les humains. Ils sont aussi capables d'apprendre chiens. et de transmettre leur savoir à d'autres dauphins. L'exemple parfait, c'est quand ils se droguent avec la toxine de la rhodotron. Vous savez, c'est le poisson qui se gonfle quand il a peur. Et bah ça, les adultes, ils vont le faire sans aucun souci. Et ensuite, ils vont montrer aux plus jeunes comment faire. Alors, bien sûr, les grands dauphins, ils ont un langage très complexe et ils peuvent ressentir plusieurs émotions. Mais le plus impressionnant chez eux, c'est de pouvoir se reconnaître dans un miroir. Alors, pas fou dit comme ça, mais cette capacité montre un niveau d'intelligence très élevé. Et le En test gros, du quand ils se miroir, regardent dans le toujours. miroir, ils ont conscience de leur propre existence. Ouf, ça va loin là, hein. Pas simple à comprendre. Bon, là, en 9ème position, on va parler d'un primate. Ce primate, c'est l'un des plus grands singes au monde et il est Orang-outan orange. Vous avez une idée? Oui, bah oui, c'est l'orang-outan. Bon, en même temps, un grand singe orange, il n'y en a qu'un seul au monde, hein, c'est l'orang-outan. Bon, ce grand singe, il est ultra intelligent pour plusieurs raisons. Mais Déjà, il est capable d'apprendre la plusieurs langue des grands singes, signes. en fait. Ça, c'est plutôt fort, non? La langue des signes, c'est quand même une langue pour retranscrire ce qu'on dit avec notre bouche. Donc ça veut Oui, dire alors. qu'il est aussi capable de comprendre le sens de nos mots. Ça, c'est un Alors, gorille, pas mais- tous nos mots, bien sûr. Sinon, il finirait avec une tête en forme de pastèque, et après, bah, quand c'est trop, c'est trop. Bon, et dans la nature, on a Ok. remarqué que l'orang-outan savait c'est utiliser des sympa, outils. c'est- Oui, oui, vous avez très bien entendu. Oui, vas-y. Par exemple, pour traverser une rivière avec du courant, un orang-outan va s'aider d'un bâton pour avancer dans l'eau. Eh ouais, pas bête la bête. Ça, les grands singes, ils Alors, sont là. cette fois-ci, à la 8ème place, on va parler du perroquet gris du Gabon. Vous allez voir, cet oiseau est extraordinaire. Déjà, cet oiseau, il a le mérite d'être le perroquet le plus intelligent de tous les perroquets. Pas mal, non? Mais attendez, hein, il peut faire bien plus que ça. Par exemple, certains scientifiques disent que le perroquet gris du Gabon a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Donc franchement, c'est pas mal pour un animal. Mais cet oiseau, il a une capacité incroyable de reproduire énormément de sons, à tel point qu'il peut prononcer plus de 1000 mots. Ouais, c'est dingue comme information. Alors, par contre, il est pas doué de parole. Ça veut dire que s'il entend pas le mot, il sera pas capable de reproduire le son. Donc le mot ne sortira jamais de sa bouche. Mais 1000 mots, ça reste dingue. Bon, maintenant, Ouais, ça, en c'est à 7ème voir, position, hein. on va encore parler d'un piaf. Mais celui-là, il est encore plus intelligent que le perroquet gris du Gabon. Vous avez une idée de l'oiseau? Non? Eh bah c'est le corbeau. Oui, oui, le corbeau est ultra intelligent. Franchement, il fait passer Einstein pour un demeuré. Bon, peut-être pas quand même, faut pas déconner. Alors, déjà le corbeau, il peut utiliser des outils comme l'orang-outan. Il va souvent les utiliser pour Ok. bouffer, mais il peut aussi inventer des outils. Et là, niveau intelligence, on monte d'un cran. Le niveau du corbeau, il se situe à un enfant de 4 ans environ. Donc, pas mal. En plus de ça, il adore les puzzles. Résoudre des problèmes, il n'y a pas de problème pour les corbeaux. Ensuite, il arrive à reconnaître les humains, et le plus dingue, c'est qu'il arrive à anticiper le futur comme nous. Bon, pour vous expliquer un peu tout ça, hein, parce que c'est pas si simple que ça, en gros, on laisse deux choix à un corbeau. Le premier, c'est une friandise dans notre main, et le deuxième, c'est une clé pour ouvrir une boîte avec plusieurs friandises dedans. Et bah, le corbeau, il va choisir la solution 2. En gros, avoir plus de friandises, en sachant qu'il va mettre plus de temps pour ouvrir la Ah, boîte. ok, ouais. On va voir, dingue. j'ai une vidéo là-dessus tout à l'heure. Là, cette fois-ci, on passe à la La 6ème pieuvre. position avec la pieuvre. Alors, elle, il n'y a pas que son intelligence qui est dingue. Déjà, la pieuvre, physiquement, c'est 8 bras, 3 cœurs et 9 cerveaux. Donc ça veut dire quoi? Elle réfléchit 9 fois plus vite? Bah, franchement, c'est un peu ça, ouais. En gros, chaque cerveau va réfléchir à différents trucs. Voilà, pour vraiment vulgariser. La pieuvre, elle est capable de plein de choses, et les scientifiques estiment son intelligence à celle d'un chien. Franchement, pas mal. Sauf qu'elle a des capacités beaucoup plus folles qu'un chien. Ouais. Déjà, elle a Ah, un je vous ai sens pas de mis le l'orientation sous-titre, pardon. incroyable, une mémoire dingue, et elle apprend tout Ouais. le temps. Par exemple, pour échapper à ses prédateurs, elle va choper un coquillage et l'utiliser comme une carapace. Elle va aussi imiter certains poissons pour se déplacer, ou si elle est pourchassée, elle va grimper sur le dos d'un poisson et filer à l'anglaise. Ben, elle est passée où? Alors, cette fois-ci, on passe à la 5ème position. Et là, on retrouve le chimpanzé. Bon, c'est pas Ok. nouveau que le chimpanzé, Bon, le il est bonobo intelligent. Hein. après, Vous regardez la peut-être. planète des singes et vous voyez à peu près ce qu'il arrive à faire, même si ça reste de la fiction. Déjà, comme le dauphin, ils ont conscience de leur existence. En gros, ils sont capables de se reconnaître dans un miroir. Et chaque singe a sa personnalité. Alors oui, ça peut paraître banal comme ça, hein, parce que nous, justement, on arrive à le faire, mais comme franchement, n'importe- c'est comme les signe chiens. d'une grande intelligence. Sur leur Et le test personnalité du aussi. miroir, c'est vraiment un test scientifique. Hein. Alors, bien sûr, ils savent utiliser et créer des outils, On a transmettre vu leur que ça avait savoir ses et leur limites culture quand même, aux hein, générations suivantes, comprendre et apprendre le langage des signes comme l'orang-outan, justement. Mais le plus dingue, c'est qu'ils sont capables de se soigner eux-mêmes. En gros, ils vont choper des parasites à cause d'une plaie, et bah ils vont utiliser un bout d'écorce d'arbre pour se l'appliquer sur la plaie et la purger. Le jour où ils apprendront à utiliser des armes, là ce sera flippant, hein?
Là, cette fois-ci, pour la on quatrième avance. position, nous avons l'éléphant. Ah oui, les et lui, éléphants. ça va être plus une intelligence sociale. Vous allez voir. Déjà, l'éléphant, c'est le plus gros cerveau des animaux terrestres, environ 5 kilos. Ça, c'est du bon cerveau bien costaud. Ils ont aussi une très bonne mémoire. L'expression avoir une mémoire d'éléphant, c'est pas juste une expression, hein. C'est réellement vrai. Alors, bien sûr, ils savent utiliser des outils, choisir des plantes pour se soigner et être triste quand l'un d'entre eux meurt. Et d'ailleurs, même va plusieurs être mois après, triste. ils C'est reviennent important sur de les savoir lieux être pour se triste. recueillir. Ça, c'est fou. Mais la dernière info qu'ils ont appris et que moi, ça m'a pété le cerveau, c'est qu'ils ont conscience que les humains viennent les tuer pour leur défense. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la nature, on a observé des éléphants qui cachaient leur défense dans les buissons si un humain était dans les parages. Non mais franchement, c'est fou Ah oui, comme d'accord. intelligence là. Vérifier, mais... Là, en Ok. troisième position des animaux les plus intelligents, on va parler d'un oiseau que les incroyable. Encore interprétations, plus fou que le perroquet gris du Gabon ou le corbeau. Ah oui, c'est le pigeon. Alors Oui, oui, bien sûr. dit comme ça, c'est pas fou, hein, mais attention, sûr, l'intelligence d'un évidemment, pigeon, elle est folle. Elle est vraiment folle. Bon, déjà le pigeon, il a des capacités folles comme la Oui. mémorisation. Il peut aller d'un point A à un point B s'il connaît le trajet. Et des années plus tard, il s'en rappelle. Même un humain, il n'arrive pas à retenir ses trajets. Ouais, hein, alors ça, parfois, c'est pas hein. Il sait forcément super ça. bien s'orienter dans son environnement. Par exemple, le concept de temps et d'espace, il y a aucun problème pour lui. Ah ouais, là, flippant le pigeon quand même. Hein. C'est pas juste un moineau qui vient se taper dans les carreaux. Hein. Et selon les dernières informations scientifiques, il serait capable de trouver la personne qui a un cancer parmi une foule entière de personnes. Un peu comme certains chiens. Moi, franchement, je parie que le prochain président de la France, c'est un pigeon. Ok, ouais. Là, cette fois-ci, pour la deuxième position, on va parler d'un rongeur, et il y en a plein dans Paris, c'est le rat. Le rat, il souffre Mais d'un le rat gros est plus problème. Et intelligent moi, franchement, que- je comprends oui. pas trop ce problème. C'est de ne pas être apprécié à sa juste valeur. C'est de la Le vidéo rat, c'est un animal que divertissement. beaucoup d'entre vous détestent. Enfin, Et pour c'est autant, horizon, d'une, il est c'est hyper sympa. mignon, et de deux, ultra intelligent. Vous savez de quoi c'est capable un rat? Mais c'est pas plus intelligent déjà, qu'un c'est chimpanzé, capable de hein, retrouver je- son chemin dans un labyrinthe. Il y a Ouais, certains c'est vrai. humains, ils y arrivent pas du tout, d'accord hein? Comme le pigeon, il arrive à mémoriser leur itinéraire et à le garder en mémoire pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le langage verbal et non verbal, il y a pas de souci pour le rat, il le comprend, et il effectue des Verbal. tâches assez complexes comme résoudre des puzzles. Ah oui, et il arrive à faire du skate aussi. Les rats comprennent le langage verbal. Bon, ça y est, on va parler de la première place des animaux les plus intelligents. Et là, la première place, vous allez voir, elle est très très drôle. Vous Le y cochon. attendez pas du tout. La première place de l'animal le plus intelligent, c'est le cochon. Déjà, le cochon, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un animal très propre. Limite, il est plus propre que certains humains qui se lavent tous les 2 jours. Vous cachez pas, je sais que certains qui regardent la vidéo, il y en a, ils se lavent pas tous les jours. Ok. Hein, et en plus de ça, Avance. je dis tout ça parce que la propreté, ça fait partie de l'intelligence. Bon, après le cochon, c'est pas juste un animal, il ressent des choses, il est très sensible comme animal, et il est aussi très curieux et très habile. Par exemple, il arrive à résoudre des problèmes, et s'il y a besoin d'objets, il va les utiliser pour résoudre les problèmes. Et le pire d'être aussi intelligent, le cochon, c'est qu'il en devient vicelard quand on parle de bouffe. Vous savez que le cochon est capable d'induire en erreur ses poteaux? Par exemple, il va les foutre sur des mauvaises pistes pour trouver la bouffe. Et comme ça, lui, il se garde la plus grosse part. Bon, et bah voilà, maintenant vous connaissez les animaux qui rivalisent avec Einstein au niveau de l'intelligence, pas au niveau Ouais. Ok. Bon. Le top 10, c'était pour faire un peu le tour d'horizon, quoi. Hein. On n'est pas... on n'est pas non plus sur quelque chose de très carré. Mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus cité, en général. Alors, qu'est-ce que nous dit... Là, on va se faire quelques petits articles, donc je vais remettre un petit peu de musique de fond. Un petit peu de... Hop. Allons-y. Un peu de musique de fond, ça sera un peu plus sympa. Yes. Et donc, regardons un peu quelques articles. Qu'est-ce qu'elle dit, que dit la science sur l'intelligence animale? Concrètement. Alors, actuellement, philosophes, éthologues, psychologues, vétérinaires s'accordent pour définir l'intelligence humaine ou animale comme l'aptitude à vivre en harmonie avec son environnement, à s'adapter à ses changements. Donc résolution de problèmes dans un environnement. Ok. Est un individu singulier distinct des autres. Ok. Chaque animal, quelle que soit son espèce. Alors le test du miroir, on a vu. C'est marrant parce que c'est vrai que quand on commence, là j'avais noté plein d'articles. Quand on commence à regarder un petit peu en détail sur des sujets comme ça, on a toujours les mêmes choses qui ressortent et on finit par un peu faire le tour de la question, quoi. Des animaux et des gendarmes. Le 2 février est dédié à l'intelligence animale. Alors attendez, parce que là, je vais essayer. 2. Ah non, mais c'est leur numéro. C'est pas une date. Journée mondiale de. Des zones humides. Donc, ça n'a rien... Je voulais voir s'il n'y avait pas une journée mondiale de l'intelligence animale. Je sais pas, hein, il y a des journées mondiales pour beaucoup de choses, donc non, ok. C'est juste dans Psychologie qu'il y avait un magazine là-dessus. Enfin, un numéro là-dessus. Tac. Des animaux et des gendarmes. Ah d'accord, chiens et chevaux évoluent aux côtés des gendarmes, ok.
Alors, pour l'ethnologue Jean-Pierre Digard, connu pour ses travaux sur la relation entre l'homme et la femme et le cheval, ouais, ok, et qui est le commissaire général de cette manifestation, l'organiser a été une révélation. Il a été surpris de trouver dans cet univers réputé un peu sentimental des bêtes-leux, des gens doués d'empathie avec les animaux, aussi bien parmi les cavaliers de la garde républicaine que parmi les maîtres de chiens du centre d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramma. Comme toujours avec les animaux, il ne peut s'agir que de métier de passion. Ok, donc en fait cet article-là, il nous dit pas grand-chose de plus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans les autres, et voilà, ce que dit la science, bon ok, d'accord. Comment est-ce qu'on mesure l'intelligence animale? Les corbeaux se préparent pour l'avenir. Ok, ça on a vu vite fait, et on va voir un peu plus en détail. Alors, les porcs, c'est aussi pas mal l'odorat, visiblement. Il n'est pas possible de comparer sérieusement l'intelligence des espèces animales. Une espèce peut très bien exceller dans un domaine, mais se révéler médiocre dans un autre, et vice-versa. De plus, la réussite d'un animal à un test cognitif est presque entièrement conditionnée par ses capacités sensorielles. L'utilisation des capacités humaines comme référence comparative constitue l'un des points faibles de nos tentatives de mesurer l'intelligence des espèces de façon transversale. Donc, problématique pour mesurer l'intelligence animale, c'est quand même comment on dit, je vais dire pas l'égocentrisme, l'anthropocentrisme, voilà, je cherchais le truc. Donc mesurer l'intelligence animale. On a un problème potentiel d'anthropocentrisme. Ok. Je sais pas, ma carte pour l'instant c'est un petit peu le bordel, mais on va y arriver. Hein. Notre vie est bonne, mais pas autant que celle des faucons. Notre vie est bonne, mais pas autant que celle des rats, ok. Le sens de l'odorat est plutôt mauvais et largement surclassé par celui des chiens. La façon dont nous concevons les tests d'intelligence aurait plutôt tendance à nous renseigner sur les capacités sensorielles des animaux que sur leurs capacités intellectuelles. Ah oui, il faut faire attention en fait. Parce qu'en fait, comme on perçoit le monde par nos sens, pour résoudre des problèmes, on s'appuie sur notre perception du monde. Mais comme on a une perception du monde différente de celle des animaux, et qu'on n'a pas l'habitude de résoudre les mêmes problèmes, et qu'en plus, même un problème équivalent, on le perçoit différemment, enfin, il n'a pas le même sens pour nous, du coup, ça complexifie les choses. Ok. Il faut ajouter à cela notre tendance à considérer une capacité cognitive semblable aux nôtres comme une preuve d'intelligence supérieure. De nombreuses personnes disent « J'ai entendu que les cochons étaient intelligents, les moutons stupides ». C'est complètement faux. Les cochons, comme l'homme, sont des omnivores opportunistes. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Certains plus que d'autres. Et ils ont développé une compétence, celle de se souvenir des endroits où il y a de la nourriture et d'utiliser la tromperie pour tenir éloignés leurs compères de leur réserve de nourriture. Si vous vivez à plusieurs, peut-être que vous avez une petite réserve de bouffe secrète. Voilà, donc comme des cochons. D'un autre côté, les moutons sont des ruminants. Ils ont des compétences différentes, comme celle de détecter de subtils mouvements du troupeau. Ils n'ont pas besoin de résoudre des labyrinthes à aliments complexes ou de tromper leurs semblables pour les éloigner de la source de nourriture. Il n'y a aucune raison pour les moutons de développer ce type de capacité cognitive. Ah oui, bah évidemment. Évidemment. Alors on a vu les carnivores les carnivores omnivores ont tendance à quand même être plus intelligents. En tout cas, d'après ce qu'on a pu voir. Mais oui, c'est sûr que quand t'as pas besoin de trouver de la bouffe, ou de cacher de la bouffe, bah du coup, à partir du moment où t'es un ruminant et que tu bouffes de l'herbe et que t'en as partout, ton problème, tes problèmes, ton traitement d'informations pour résoudre tes problèmes, c'est pas de trouver de... La problématique courante, c'est pas de trouver de la bouffe, même si ça peut arriver. Hein. Ta problématique courante, c'est plutôt de survivre, d'éviter de voir les mouvements de tes congénères pour voir s'il y a des dangers, etc. Chaque espèce est adaptée à son propre environnement, les animaux disposent généralement de capacités cognitives nécessaires à leur épanouissement. Il existe des espèces qui n'ont tout simplement pas besoin d'être capables de résoudre des problèmes complexes ou d'utiliser des outils. En insistant sur le fait d'avoir plus de capacités cognitives nécessaires, ce serait inutile pour la survie de l'animal. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant ça.
Ça veut dire que... Ça veut dire que, en fait, c'est aussi en fait, certains animaux n'ont pas besoin de résoudre des problèmes complexes. Les barnacles ne bougent pas, la température vient évoquer. Bien que les scientifiques rejettent la notion de mesure absolue ou comparative de l'intelligence chez les animaux, les avancées technologiques pourraient bien déboucher sur de nouvelles perspectives. Souvenez-vous de la mouche avec son laser. Plus particulièrement, les écrans tactiles se montrent tout à fait révolutionnaires. À partir du moment où les animaux sont capables d'appuyer sur l'écran avec leurs doigts, leur nez ou leur bec, nous pouvons élaborer des tests astucieux pour mesurer l'intelligence. Ah bah oui. Putain, j'avoue. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est clair. En fait, les écrans tactiles, ça peut être une super solution. Super ça. Ah ouais. Et comme quoi il y a des trucs, des fois on se dit... Là, je raisonne un peu en côté un peu expérimental. On ne pense pas forcément à ça, mais c'est vrai que si vous avez des écrans tactiles, vous n'avez pas besoin de prendre les choses, etc., que vous pouvez les placer en faisant glisser et tout, bah, c'est beaucoup plus simple qu'avec du mécanique. Alors après, faut qu'il y ait du feedback et tout, mais ah ouais, c'est intéressant ça. National Geographic. Bon, je regarde une dernière source et puis après on va faire un focus sur certains animaux, histoire de, parce que là je pense qu'on a un peu fait le tour des notions générales de qu'est-ce que t'es l'intelligence. Ça fait plus d'une heure qu'on est en live là. On a vu des vidéos, des articles, c'est quoi l'intelligence animale, en gros comment est-ce qu'on la mesure, c'est quoi les problèmes de mesure, comment est-ce qu'on compare les choses, c'est vachement lié au sens. Voilà, tout ça, ça nous donne aussi des éléments assez intéressants, quoi. Hop là. Ok. Bon. Est-ce que les animaux peuvent avoir une culture? Spoiler, oui, certains. Donc ces dernières années, les éthologues et autres spécialistes du comportement animal ont mis en évidence de nombreuses situations qui s'apparentent fortement à de la transmission culturelle. Par exemple, les chimpanzés fabriquent des outils pour pêcher des insectes au fond des fourmilières ou pour casser des noix. Les techniques employées, qui varient d'un groupe à l'autre, semblent se transmettre de la mère au petit. Singes et réseaux sociaux. Eh bien attendez, on va en profiter. On va en profiter, je vous mets la musique en pause. Et let's go. Let's go pour cette petite vidéo là. CNRS le journal. Pas d'applaudissements. Des macaques qui prennent un bain chaud dans les onsen, ces sources hydrothermales japonaises. Cette pratique interpelle le touriste autant que le chercheur, car elle évoque un comportement plutôt réservé aux humains. Mais justement, ces singes se baignent ici aujourd'hui parce qu'ils ont un jour imité leurs cousins Homo sapiens. C'était il y a une 60aine d'années. La tradition se perpétue depuis et intrigue toujours autant. Je sais pas combien de temps ça vit un macaque d'ailleurs. C'est pas lui le petit chenapan là? Lui là? Non, je sais pas. Le petit chenapan, il avait vraiment une tête Particulière. une tête bien particulière. Mais en fait, Marie Pelé et Cédric Sueur, deux primatologues, ont tourné une partie de ces images de singes qu'ils ont rapportées du Japon. Ils documentent les différents comportements des macaques japonais. Donc il n'y a que certains individus, une vingtaine, trentaine, qui ont accès de manière privilégiée à ce onsen. Et si jamais il y a des individus subordonnés qui veulent y plonger une patte, eh ben, ils se font chasser par les individus un petit peu plus dominants. Oh, le capitalisme chez les macaques. il y a des endroits où les singes vont se baigner dans les onsen, et il y a Incroyable. d'autres endroits où les singes ne vont pas se baigner dans les onsen. Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation, ils n'ont jamais appris, donc ils n'iront pas. Et c'est ça le comportement culturel, c'est qu'il n'y a pas d'explication écologique derrière, c'est juste le fait que dans certains groupes on a appris à le faire, on continue à le faire, et dans d'autres groupes, comme on n'a pas appris à le faire, on ne le fait jamais.
La première fois qu'une forme de tradition, de culture, a été observée chez un animal non humain, il s'agissait également de macaques japonais. Ce jour-là, dans les années 1950, une femelle a lavé une des patates douces distribuées par un chercheur. Quelques années plus tard, la plupart des singes du groupe lavaient leurs patates également. La compétence s'était diffusée parmi les singes. Ok. À l'IPHC, l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg, Cédric Sueur cherche à comprendre comment ce savoir-faire se partage et se propage à l'ensemble d'une société de macaques. Comme chez nous, les humains, il existe un véritable réseau social qui structure le groupe de singes. L'information circule forcément par ce réseau, que ce soit pour indiquer une source de nourriture ou pour transmettre un comportement particulier. En étudiant le toilettage entre individus, les chercheurs peuvent jauger les affinités qui existent chez les singes et ainsi modéliser le réseau social du groupe. Donc ici, par exemple, en rouge, on va avoir les femelles, en bleu, on va avoir les mâles. Et puis, la taille des nœuds va représenter l'âge des individus. Et du coup, on va pouvoir mesurer la centralité sociale de chaque individu, c'est-à-dire soit la somme du temps qui s'est fait toiletter, soit le nombre d'individus avec qui il est connecté. Okay. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est que les plus petits nœuds, donc les individus les plus jeunes, vont être ceux qui vont être beaucoup plus connectés, parce que du coup, ce sont des individus qui vont aller et venir entre les différents adultes et surtout jouer entre tous les juvéniles. Une fois que les chercheurs ont cartographié ce réseau social, ils s'intéressent à la transmission de l'information au sein de ce réseau. Qui sont les leaders d'opinion? Des vieux sages, des dominants autoritaires, ou bien des jeunes très bien connectés? Alors, okay, pour le savoir, les chercheurs doivent introduire une nouvelle information dans le groupe, puis étudier sa propagation. On va regarder ça. On va utiliser ce qu'on appelle des fruits artificiels, qui sont en fait des boîtes que dans lesquelles on va mettre de la nourriture. Une marque d'intelligence. Et ensuite, on va sélectionner notre individu qui va être central ou non central, dominant ou non dominant. Et puis, on va lui apprendre à ouvrir cette boîte. Alors, par exemple, cette boîte, il y a plusieurs façons de l'ouvrir. On peut l'ouvrir comme ceci, tout simplement. On peut l'ouvrir en la pivotant. Donc, par exemple, on peut apprendre à l'individu le plus âgé à ouvrir de cette manière-là. Et on peut apprendre à l'individu le plus central à ouvrir de cette façon-là. Et ensuite, on peut regarder comment l'information va se propager au sein des autres individus. Ces expériences sur le terrain se poursuivent pour tenter de comprendre la circulation de l'information chez les singes. Mais ce qui est certain, c'est que d'avancer en avancée, la réponse à une autre question plus large devient de plus en plus claire. Ah, peut-être. Non, l'humain ne détient pas le monopole de la culture. Okay. C'est vrai que la culture, on pensait que c'était l'apanage de l'homme. Et en fait, on a montré qu'après, c'était présent chez les primates, c'était présent chez les oiseaux. Il y a la transmission sociale chez les insectes. Oui. Donc il semblerait qu'il y ait certaines règles sociales et du réseau social qui soient présents chez beaucoup d'espèces. Et maintenant, il faut que, du coup, qu'on comprenne si c'est des mécanismes qui sont totalement différents ou alors est-ce qu'on a les mêmes mécanismes simples. Il faut qu'on arrive à comprendre ces règles universelles. On ne sait pas trop, en fait. Plus les scientifiques examinent le monde vivant, et plus ils dégagent les points communs qui rapprochent les humains des autres espèces du règne animal. Et parfois, une image simple permet de le rappeler, comme celle d'un groupe d'individus en train d'apprécier un bon bain chaud pendant l'hiver. Après, les singes, c'est entre guillemets facile parce que parce qu'ils nous ressemblent en fait, parce que c'est plus proche de nous. Donc c'est facile de faire des comparaisons. Et puis c'est des pays où on a encore des singes en interaction avec les humains. En Asie, on a quand même encore pas mal ça, donc on peut facilement. Enfin, un chercheur qui voit ça se pose facilement des questions et on va vite explorer ça. Ok. Donc, existence de dialectes chez les baleines, ça oui, ça je connaissais. Chez les espèces d'oiseaux aussi. Tradition culinaire. Oui. Comportement qui se transmet de génération en génération par l'apprentissage social. Ok. Ces dernières peuvent différer entre plusieurs populations d'une même espèce et se maintenir sur un plus ou moins grand nombre de générations. Ok, bon, les drosophiles, très bien. C'est une question connexe, j'ai pas trop envie d'aller trop dans le détail, mais... parce que c'est encore une autre question. Là, on part sur la culture chez les animaux. Ok, bon, très bien. Alors, regardons un petit peu... Maintenant, on va voir les grands singes. Ça dit quoi sur les grands singes? Je vous montre quand même où on en est sur la... Aïe, 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 on n'est pas sur la bonne fenêtre du coup. Bon, je vous remontrerai tout à l'heure. Attendez, si je peux faire un truc. Je dois pouvoir faire un truc. Ouais, bon, je vous remontrerai tout à l'heure.
Donc les grands singes. Les grands singes, commençons par Coco, le gorille. In 1978, Pareil, on va pas regarder ça en entier, parce que c'est 24 minutes. Je vous mets aussi le lien dans le chat, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder la vidéo en entier. Et juste après, on va voir une vidéo qui... this amazing image of a gorilla taking a photo of itself in the mirror graced the front page of National Geographic magazine. It ça, was c'est les the années world's 90. first look at the incredible creature Fin known 90, as pas si vieux Coco, que ça, hein. a lowland gorilla who'd been taught to communicate with humans. But she wasn't just asking for bananas. What she had to say astounded scientists around the world. Coco, c'était So langue des come with me signes, and let's find out about how one ape helped us make some of the most important discoveries about animal behavior in human history. langue des signes américaine. Born in San Francisco Zoo on July 4th, 1971, Coco's full name was Hanabiko, which is Japanese for fireworks child. How patriotic and poetic! She lived with her mother in the zoo's gorilla troop until she was Et donc, 6 months qu'est-ce qui old, s'est but passé? she was diagnosed with an illness and had to be raised by a human family in the zoo's nursery. As she began to recover, the young gorilla caught the eye of then psychology student Francine Penny Patterson. Penny believed that Coco could be the perfect primate for a revolutionary new study. She proposed that this young gorilla could be taught to speak to humans using sign language. 6 months later, in July 1972, Coco was moved to Stanford University and Project Coco took off. Before we dive back into Coco's incredible story, why don't you monkey around with those lichen on s'en subscribe? fiche un Washu peu. had been raised by Ah, humans c'est- since infancy, and as part of a study, Attendez, parce que je vous mets une vidéo en anglais, mais je suis gentil, mais sous-titres, je vais peut-être vous mettre la traduction automatique. Hop là, il y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français dessus, un peu détaillées. Hein. Donc, hop, je vous mets traduire automatiquement en français. Donc, en gros, Coco, c'est pour ça qu'on va aller assez vite sur cette vidéo. Années 70, expérience, on dit, ah bah tiens, on va essayer d'apprendre la langue des signes à un gorille pour voir si on peut, si ça fonctionne. Bon. in 1969, she was taught American Sign Language, or ASL. But what was even more La langue des signes staggering was américaine. that she used these signs to communicate emotion when Ok, the pour baby communiquer died. ses émotions. But when Washu responded, it left everyone amazed. She touched her cheek and drew a line down her face, the ASL sign for cry. Chimpanzees don't shed tears, but Washu had somehow managed to associate human crying with Ok. sadness, a Donc, surprisingly on a human and perdu son empathetic enfant, 20 machin, hours a agi week. émotionnellement. They taught her the signs through 2 Combien methods. d'heures par The semaine? scope Pardon. required a lot of help. In the first 11 months of the project, Coco was in the presence of one or more fluent ASL signers for 10 to 20 hours a week. They 10 à 20 heures d'interaction par semaine en langue des signes américaine. Alors, il y a des, par rapport à cette expérience, il y a plein de, comment dire, plein de choses en termes de bien-être animal qui sont remises en question aussi, mais on en They taught reparlera her the après. signs through 2 methods. The first was called molding, where Coco's companions would shape her hands into the right configurations and motions. The second was called imitation. Parce que il y a des signes de ce que moi je parle pas, je maîtrise pas la LSF, la langue des signes française, ni américaine du tout, hein. Et de ce que je comprends, il y a des signes qui sont quand même assez complexes et que les grands singes, enfin que les gorilles, voilà, ont pas la dextérité nécessaire pour pouvoir reproduire ces signes-là. Where Coco was encouraged to form the same sign after it had been used by a teacher. Here, Penny uses the sign for candy first, and then moves Coco's hands to imitate the gesture before rewarding her with a sweet treat. Looks much tastier than a banana, but specific signs related to specific things. So, with all the Okay. science in place, how quickly would Coco pick up on this new alien language? Amazingly, it took just a few weeks of training before she signed her first word on her own. It was a close approximation of food or eat. Man, Okay. she's an ape after my own heart. Next, 2-year-old would know. For a gorilla, that level of progress was astonishing. By the D'accord. age of 5, she was regularly using 500 to 600 signs and could string signs together in a sentence to communicate her wants and needs. According to the speed of her development, this gave her an IQ of about 85. For some perspective, human average is around 100, Ouais, which means ok. Alors, Coco les must have estimations already been smarter than de... most people in Florida. Between 1972 and 1982, the estimations amount of new de words QI Coco d'un learned singe each basées year was sur, anything between 2 and 200. But sur she les mots never maîtrisés stopped en langue trying. des signes. Here, Bon. in 2009, you can see how she learned to sign butterfly for the very first time.
In her Ok, name, on s'en you can see fiche how de this ça. presented something of a challenge. Instead, she adapted the sign for her name to a simple shoulder pad. By making these changes, she created a new language variant called Gorilla Sign Language. Ah, Then, in alors attendez, parce que là, on 1976, arrive- Coco's world got even bigger. Penny introduced another young gorilla arrive à la called Michael contestation, into là, her je crois, dans human la vidéo. family. Initially, the two didn't get along at all. Coco wasn't ready to stop being an only child, and they often ended up going from playful fights to hardcore wrestling matches. Eventually, they began to enjoy each other's company, and started to play games that Coco called Quiet Chase, though you probably know it better as hide and seek. Once he was all settled in, Michael was then also taught sign language, with Coco close by for help. In just 12 Okay, months, he Michael. had learned this Alors. incident of clever Hans. The Alors. answer. This tricky conundrum is known as bird Attends, cigarettes je vais or remettre. even a car antenna. With these minor faults in mind, how did the researchers 600, there were quite a Okay, lot of c'est là gaps où- still left in their vocabulary. This meant that Coco could sometimes overgeneralize the meaning of a sign. For example, she would use the sign for straw to refer to anything that looked like a plastic drinking straw, Voilà. like Problème tubing, des a concepts, pen, hein. cigarettes, or even a car antenna. With these minor faults in mind, how did the ce qui researchers était long, prove c'est that the le même gorillas were signe. actually learning the signs and not just guessing the right answer? This tricky Ah. conundrum is known as burden of proof, and it's something that has been a problem in animal psychology since the famous incident of Clever Hans. Let's stop monkeying around for a moment and travel back to the La beginning of fameuse the 20th expérience century du and cheval. into the stable of a horse called Clever Hans. Hans wasn't Voilà. called clever for no reason. Nay, this Hans le horse could cheval, là. apparently do math. His trainer, Willem van Osten, had taught the horse to tap its hoof against the ground to answer math questions. So, if he said, Petites "What's additions, 6 plus 15?" soustractions, Hans would etc. tap his foot 21 times before being rewarded with a tasty treat. He was right almost all of the time and could even answer questions from other people as well. But scientists weren't convinced. After some rigorous tests, they discovered that if Clever Hans could not see his examiner, then he could not answer the question. The truth is, Hans didn't know math, but he had been able to associate certain cues from the examiner with a tasty treat at the end. These small cues, like looking down at the horse hoof to start tapping and looking back up to stop, were just the same as teaching a dog to do tricks. Do En you fait, have any il- amazing stories about il training tapait animals to do suffisamment pour, amazing things? Maybe you're Il tapait suffisamment jusqu'à ce qu'il voit des signes comportementaux de son propriétaire, de son maître, etc. Pour arrêter. Donc il arrivait à peu près à chaque fois à savoir quand il fallait arrêter, quoi. Your cat can play the keyboard, or you've taught your budgie to sing the alphabet backwards. Alors, est-ce que We're c'était le cas really pour Coco? learning sign language, and not just associating hand gestures with snacks. To prove that she was smarter than the average ape, Coco was put through a series of tests when she was 4 years old. These involved one researcher placing an object in a box with a clear Okay. glass panel so that Coco could see the item, but that a second researcher could not. Then, Coco was asked what is in the box. At no point did the second researcher see what item was put in the box. This kind of test is called a double blind, which means that the result test en can't be double affected aveugle, by human on met deux interference. objets dans des These boîtes. items were all things Coco was familiar with and could sign for, Et un like a autre slide chercheur viewer vient. or a flower. Of the 50 items she was shown, she got 31 correct. Ouais, She ouais. sometimes made errors based on the kind of item being shown, like mistaking a piece of candy for a cracker. Sometimes she used a sign that was similar in form to the answer, but not quite right. Other times, she would ignore the question completely and Okay. ask for the box to be opened by signing key, open, or key, On est box. Even though it une was trentaine far sur from a ouais. perfect score, getting 62% right was still a high result. Most importantly, it proved that Coco wasn't looking for cues from her researchers or companions, unlike not-so-clever Hans. But objects and names only made up part of Coco and Michael's vocabulary. Being surrounded by people every day, emotions were a huge part of their daily Ok, in donc elle several arrive à other signer kittens quand même. and was just as gentle and nurturing Ça, like to paint, which let them express themselves in yet another human manner. Michael painted this picture and called it Ouais, Apple enfin. Chase. Now, to you and me, this looks like a 2-year-old just went to town on the canvas. But the colors and the name are very important. Apple was the name of Michael's favorite dog, a black and white pooch who would play games of chase with Michael around his enclosure. Of all the paint colors he was given, he chose the black and white colors, along with the name Apple Chase. Coco did the c'est vert, same, hein, mais, purposefully choosing specific colors from a palette and creating artistic impressions of things she felt and saw, Ok. like love. Ok, bon, très bien. Donc, il y a des signes que quand même elle maîtrisait justement la langue des signes. Ok. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors, j'ai mis un extrait d'une vidéo là, justement sur le. Alors, attaque. C'est la conclusion. Je mets que la conclusion parce que c'est pareil, c'est une vidéo. Alors, je vais mettre le lien dans le chat. C'est une vidéo assez longue justement sur sur Coco, etc. Je crois que c'est à la fin.
Là, c'est la conclusion qui résume un peu les choses. Je remets ça. Ok, si j'arrive à lancer la vidéo, bien sûr. Voilà. Ok. Animal abuse. Alors, things fall apart, ça c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. So, if apes really could acquire language to the level that Coco did, why did all of the research into ape communication and ape language acquisition stop? To answer that question and to understand why Coco couldn't talk, we have to talk about a chimp called Nim Chimpsky, who was adopted by Herb Terrace, professor of psychology and psychiatry at Columbia University. Up until this point, while the debate around the nature of language had been very intense and opened up a lot of discussions about what the actual hallmarks of a language are, no one was questioning the value of the data being collected. When Terrace sat down to watch back the recordings of Nim, he was looking for some sort of pattern. Is Nim creating word orders? Has he acquired a concept of grammar? Does he follow linguistic rules like syntax? Does he follow socially learned linguistic rules like not interrupting at random intervals? And does Nim use private speech, as in, does he talk to himself? That kind of thing. Terrace published his findings in a 1979 paper called Can an Ape Create a Sentence? To which he answers, avant les années 90, no. Hein, du coup. Going over the Nim footage, almost all of the signing that Nim does follows prompts from the communicators. Nim doesn't initiate conversation, he interrupts at random, he doesn't follow typical language structure of listen and respond, he doesn't use the signs to think in private moments. Donc, en fait, and all of these are things that you would observe in kids. Kids will initiate conversation, they will follow listen, respond, listen structures, they'll talk to themselves. Nim's most frequent three-word utterances are things like play me Nim, eat me Nim, eat Nim, eat. In fact, all of Nim's most frequent utterances are quite pragmatic. Feed me, play with me, tickle me, and who use the words interchangeably like eat Nim and Nim eat to mean the same thing. There's no concept of grammar there. A child would understand the difference between eat Nim and Nim eat. The longest sentence that Nim signs at 16 words is give orange, me give, eat orange, me eat orange, give me, eat orange, give me you. What you'll notice about this sentence is its repetitiveness. A kid wouldn't say something this devoid of meaning or structure. Children will elaborate on their utterances and they'll add complexity with time. Their sentences will get longer and convey more information as they acquire more language. Nim's, Terrace noticed, degraded with time. The words Nim signed were the equivalent of mashing the middle predictive text key in your phone to spell something out. Nim is trying to brute force a response to get food or some kind of social interaction. The paper Can an Ape Create a Sentence was a hand grenade to ape communications research. It all but admitted that Noam Chomsky was right, that there was something innate to humans that gives us the gift of the gab. In fact, Terrace published a book in 2019 with more or less that title. In an interview, Chomsky was very, very vindicated by this. In 1982, Terrace published a follow-up paper called Why Coco Can't Talk. And it's here where the cracks in the Coco Sachant que c'est avant, voilà, c'est Coco, hein, c'est avant les publications des années 90, etc. quoi. Story start to become noticeable. If you're deranged enough to work your way through the backlog of scientific publications from Penny Patterson and the Gorilla Foundation, then you'll find that most of the data for gorilla language skills come from unpublished internal use video created by Patterson, as well as problème, falsification des... Enfin, pas falsification, mais reproductibilité des données, possibilité de monter des expériences avec d'autres chercheurs, etc. Unpublished lists of Coco's sign accessibilité aux Their données brutes. 1978 paper On n'a pas tout recording ça. gestures in gorillas is a descriptive paper where Patterson describes Coco's earlier signs, but it's just that. A description. The 1990 study, like the 1978 one, is also descriptive. Patterson does provide an appendix and supplementary data, but it's threadbare information. It's a list of words and the order that Coco learned them. Patterson fails to provide any transcribed utterances. She relies on individual examples to support her interpretations. Elle fait du cherry picking, elle prend des exemples pour soutenir ses propos.
Mais il n'y a pas d'expérimentation scientifique. Without any sort of corpus of utterances, we can't glean anything useful from them, like finding the emergence of abstract rules. Patterson has never released any raw data or raw footage of her and Coco, which is an immediate red flag. It's claimed Coco has learned more than 2,000 signs and could make sentence structures, but there's very little in the way of raw data to actually prove this, which is an issue endemic in a lot of ape communications research. It's near impossible to verify the claims that apes have learned the number of signs that are being claimed. It's impossible to verify if Coco talks to herself or babbles or does any of the things that we observe in children. Ok, bon, gros problème which means de... there's a lot of interpreting being done by the oui, c'est ce passage-là intéressant. There wasn't one figure for Nim. There were 25 maybe that came and went. It's so difficult because it's based on relationships. It's not just based on, you know, open the cage, new person, feed, ask question. They want to talk with someone they like. But the closeness Patterson says is necessary means that the caregiver is the only person able to translate for the ape, which means there's a lot of interpreting being done by the translators. En gros, il fallait qu'elle soit là pour pouvoir interagir, parce qu'en fait, Coco ne pouvait pas interagir directement avec quelqu'un qui s'est signé. Bref, c'est elle qui fait le traducteur. En gros, I smell bullshit. Donc que les grands singes arrivent à maîtriser quelques mots, why not, qu'ils puissent faire des structures, des signes pour indiquer ce qu'ils veulent, bah, pourquoi pas, je veux dire, c'est pas déconnant. Après, qu'ils soient capables de conversations complexes, ça paraît un peu foireux. Dans le même style, je sais pas, il y a aussi chez les bonobos des expériences qui ont été faites. My name is Sue Savage-Rumbaugh. I'm a scientist working at Great Ape Trust. Avec des bonobos cette fois. I'm interested in the cognitive development of bonobos, chimpanzees, orangutans, and gorillas, actually. Humans set themselves as a species apart from all other animals. Donc là, l'idée, c'est que plutôt qu'utiliser la langue des signes, ils ont utilisé des pictogrammes pour apprendre à communiquer. Des bonobos. C'est une sous-espèce des chimpanzés, les bonobos. Only in the Congo, and they are very rare and endangered. Although we've studied them since really 1972, we are only beginning to understand the c'est sympa les bonobos, mais je veux savoir comment est-ce qu'ils apprennent à parler là. C'est ça, hein? Ah oui. Is by species living environment. I suppose you might call it an ethnographic approach. You have to learn how to be a good bonobo. Tico's hiding under the table because we can't produce the kinds of sounds they can, which are very high range, and because I'm not nearly as competent at understanding their language-like communication as they are mine, we use a board of symbols. Is there something you're looking for, Kanzi? Well, we have over 400 lexicograms now. Ok, 400 symboles. You want those for your surprise? Okay, let's see if we can find Kanzi some of these for his surprise. There were psychologists who tried to teach chimps to talk for a very long time. And they basically got to 4 or 5 words. The chimps could say, ma, and ba, and up. But that was all. And the speculation was that their vocolaryngeal tract is not like ours. Oui, ils peuvent pas, oui, ça c'est sûr qu'ils peuvent pas parler comme nous. Oh, what are you looking for, Tico? Ok, bon, très bien. Found our way. That everyone feels we need to go donc ils ont appris, ils ont développé un truc pour les faire parler. Ok, est-ce que ça fonctionne en fait? Est-ce que ça fonctionne? Donc c'est une espèce de tableau, en fait, vous appuyez sur des touches, ça fait des sons, et c'est relatif à des concepts. Et donc là, il y a un article scientifique qui a un peu étudié ça. Donc quand ils utilisent le classifié par rapport à la structure des phrases, c'est supérieur à la chance.
Donc il y aurait quelques notions de grammaire quand même. L'ordre des mots. Alors après, c'est des chimpanzés, c'est pas des gorilles, hein. Enfin, c'est des bonobos. Ok, donc là, c'est un peu plus... un peu plus complexe, visiblement. Donc on a même une capacité quand même de langage. Alors ça, moi, ce que je trouve assez fou là-dedans, si c'est avéré, c'est qu'on a un média pour communiquer avec des animaux où nous, on comprend et eux, ils comprennent aussi, quoi. Directement. On n'est plus juste soumis à des indices comportementaux, machin, etc. Bon, après, ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils passent leur vie en captivité, qu'on les entraîne, etc. Donc, en termes de bien-être animal, et notamment par rapport à Coco, il y a eu plein de... Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais il y a eu aussi plein de questions sur le bien-être animal, etc. Bon, les bonobos, c'est une espèce en voie de disparition, donc sur la question des refuges qui peuvent être nécessaires pour protéger l'espèce. Bon. Ok. Ça, c'est pour les grands singes. On va voir quand même un petit peu des trucs sur les oiseaux aussi. Qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux ? Peu de gens se doutent à quel point un perroquet ou une perruche peut être affectueuse. Les oiseaux, et à quel les point piafs. ces oiseaux ont besoin de contact. J'ai pu personnellement le constater avec une perruche avec qui j'ai tissé une relation particulière à l'autre pour dormir. Pour une espèce sociale, la solitude est donc toujours une source de souffrance et en captivité, elle donne lieu à des comportements. Alors, voyons plutôt l'intelligence. Perroquet gris du Gabon, mené par Irene Pepperberg dans les années 80-90, ont été remarquables. Cette éthologue américaine a partagé pendant des années sa vie avec Alex, un perroquet gris avec lequel elle réalisa de nombreuses expériences pendant une trentaine d'années. Elle l'entraîna notamment à identifier des objets, des matériaux, des couleurs et des formes. Sa principale question était de savoir si le perroquet gris était capable de former des catégories et des concepts et de faire des parallèles entre eux. Elle a réussi à démontrer qu'Alex était capable de choses vraiment étonnantes. Il pouvait comprendre le concept de couleur et de forme, et comme par exemple rouge ou quatre coins. Le plus étonnant était que celui-ci répondait avec des mots lorsqu'on lui posait la question oralement. Les perroquets gris ne répètent donc Ouais, ça c'est l'intérêt des perroquets, c'est qu'ils peuvent reproduire des sons humains, quoi. Pas des mots sans les comprendre, ils sont capables de répondre à des questions et de produire des mots qu'ils comprennent, y compris des mots indiquant des concepts. Alex était capable de répondre lorsque Irene Pepperberg lui posait la question « Désigne-moi un cube de couleur rouge qui se trouvait parmi des cubes verts et des cylindres rouges ». Sa précision pour ce genre de questions atteignait celle des mammifères marins, soit plus de 80%. L'éthologue a également réussi à démontrer qu'Alex était capable de comprendre le concept de plus grand ou plus petit, ou de même différent. Et lorsqu'il devait choisir un cube dans un groupe de cylindres et qu'il n'y avait aucun cube, il répondait « aucun ». Il avait donc compris la notion de rien. Alex était également capable de compter et de répondre avec une grande précision lorsqu'on lui demandait de donner un nombre d'objets divers qui se trouvaient en face de lui. Par exemple, s'il y avait 5 clés bleues au milieu d'autres clés de couleurs différentes, il répondait 5 lorsqu'on lui demandait le nombre de clés bleues. Contrairement à Hans, qui tapait du sabot... Plus étonnant encore, juste avant la mort d'Alex en 2007, Irene Pepperberg avait réalisé avec lui un test. Elle déposait 3 tasses retournées face à lui, et en dessous de chacune de ces tasses se trouvait un certain nombre de petits objets. La chercheuse soulevait alors chaque tasse une par une, et après avoir soulevé et reposé la dernière tasse, elle lui demandait le nombre exact d'objets qu'il y avait au total. Alex donnait la réponse exacte 8 fois sur 10 la première fois, et il répondait correctement pour les 2 erreurs qu'il avait commises dès le deuxième essai. Il était donc capable de calculer en l'absence de stimulus visuel. Ces études démontrent que le perroquet gris est capable de performances identiques à celles des primates. Une vidéo particulièrement impressionnante avec un perroquet gris du zoo de Knoxville aux États-Unis a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Prénommé Einstein, on le voit répondre à des dizaines de questions posées par son dresseur qui lui tend un micro. Le perroquet répond avec une précision et une rapidité remarquables. Le dresseur lui demande notamment d'imiter le son d'animaux comme le loup, le coq ou le cheval, de pleurer comme un bébé, de faire le bruit d'un laser, de faire le bruit de l'eau ou de quelqu'un qui frappe à la porte. Lorsqu'il lui demande s'il peut démarrer la voiture, il produit un son de démarreur. Lorsqu'on lui demande ensuite si on est en danger, il produit un bruit de sirène des pompiers. D'ailleurs, si vous avez un perroquet ou une perruche à la maison, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous partager quels sont les mots qu'il utilise et les sons qu'il adore. Dans une étude publiée en 2020, des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne et de l'Université ETH de Zurich ont réussi à démontrer que les perroquets gris étaient même capables d'empathie et d'altruisme entre eux. Une découverte d'autant plus remarquable que ça n'avait jamais pu être démontré chez les oiseaux auparavant. Lors d'une expérience assez simple dans son principe, mais unique en son genre, les chercheurs ont placé 2 perroquets l'un à côté de l'autre dans un espace séparé par du plexiglas, chaque espace ayant 2 petites ouvertures. Une ouverture permettant un contact avec le partenaire et une autre ouverture permettant un contact avec les chercheurs qui se trouvent en face. Ces 2 orifices pouvaient soit être fermés, soit être ouverts. On a pris alors au perroquet à rendre un jeton à un chercheur par l'ouverture en échange d'une friandise. Lorsqu'un des perroquets se trouvait avec des jetons qu'il ne pouvait pas utiliser, donc l'orifice permettant de les donner au chercheur étant fermé, et que le perroquet n'avait pas de jeton,
Le premier donnait alors les jetons à son voisin pour que celui-ci puisse profiter de la friandise. Et il passait les jetons à leur voisin uniquement lorsqu'il avait une récompense à la clé, ce qui montre qu'il le faisait par générosité et pas par simple jeu. Et le fait qu'ils donnaient leurs jetons ne leur apportait d'ailleurs aucune friandise à eux-mêmes, la caractéristique de l'altruisme étant de ne rien attendre en retour. Ok. Bon, Avec le perroquet gris, le kea, un perroquet originaire de Nouvelle-Zélande, est probablement l'espèce de perroquet la plus intelligente qui a fait l'objet d'études fascinantes ces dernières années. Le centre de recherche d'Idlehof en Autriche s'est spécialisé dans l'étude de la résolution de problèmes chez les kea. Comme les corbeaux et d'autres espèces de perroquets, les kea résolvent par exemple facilement le problème de la ficelle. Lorsqu'on accroche un tuyau contenant du beurre de cacahuète et suspendu au bout d'une ficelle attachée à un perchoir, le perroquet comprend tout de suite ce qu'il doit faire lorsqu'il arrive sur ce perchoir, à savoir tirer la corde avec son bec et la retenir avec sa patte. Résolution de problème, ça on est sur l'intelligence. Originaire des montagnes de Nouvelle-Zélande où la nourriture n'est pas abondante, les kea doivent faire preuve d'ingéniosité pour la trouver. C'est pour ça qu'ils à manger. Jusque-là... Une des dernières études réalisées par des chercheurs de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande a permis de montrer que les kea étaient capables de faire des probabilités. Ils apprennent tout d'abord que des jetons noirs sont synonymes de récompense, alors que des jetons oranges ne procurent aucune récompense. Ensuite, on les met face à un bocal rempli en majorité de jetons noirs et un bocal rempli en majorité de jetons oranges. Ils peuvent donc en estimer la quantité. Lorsqu'un chercheur prend un jeton dans chaque bocal avec chaque main et garde la main fermée pour ne pas que le kea voie la couleur du jeton, celui-ci désigne la main qui a pioché dans le bocal contenant une majorité de jetons noirs. Leur capacité à estimer les probabilités est donc démontrée par le fait qu'ils savent qu'ils ont plus de chances de recevoir une récompense s'ils désignent la main qui a pioché dans le bocal contenant le plus de jetons noirs. Et à ce jeu-là, ils égalent les enfants humains et les chimpanzés. Chiffres, calculs, probabilités... Qui aurait cru que les perroquets avaient la bosse des maths? D'ailleurs, si vous avez un perroquet et que vous êtes du genre nul en maths, la prochaine fois que vous avez du mal face à un calcul, n'hésitez pas à lui demander la réponse. C'est la petite vanne de fin de vidéo. Alors, ok, bon, les perroquets, on savait quand même. L'intérêt des perroquets aussi dans les interactions, c'est qu'ils peuvent reproduire des sons. Donc, vous voyez, c'est tout le problème de l'anthropomorphisme dans l'intelligence animale. C'est qu'avec les chimpanzés, on se dit, bon, ils sont proches de nous, ils peuvent pas reproduire les sons, donc on va essayer de leur apprendre la langue des signes ou d'avoir une interaction via un panneau avec des idéogrammes, enfin des lexigrammes, donc des idéogrammes, etc. Et puis avec les perroquets, c'est intéressant parce qu'ils peuvent utiliser des mots, donc en fait on peut directement leur parler, quoi. Voilà. Puisqu'ils distinguent les sons complexes et tout. Bon, intéressant. On va quand même aller voir un peu les corvidés, parce que ça, on en a vu tout à l'heure que visiblement, ils étaient très intelligents. De toute façon, un petit zapping sauvage, hein, bien sûr. Bienvenue dans un monde perdu, la Nouvelle-Calédonie. Alors, la qualité est un peu cauchemardesque, je crois. Ouais. Désolé, c'est à fond. Située à près de 1500 km à l'est de l'Australie, cette île abrite une faune et une flore uniques. La Nouvelle-Calédonie renferme une biodiversité extraordinaire. Sa forêt tropicale est très riche. On va parler des corbeaux. Alex Taylor s'intéresse à une espèce qui ne vit qu'ici. Ah oui, d'accord. De nombreux scientifiques la considèrent comme la créature terrestre la plus intelligente après l'homme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? L'île abrite un outilleur stupéfiant. Le corbeau. Le corbeau. Il s'agit du corbeau calédonien. Voilà, une espèce à part. Enfin bon, les corbeaux, on a des tests aussi en Europe dessus. Seule une poignée d'espèces est capable de fabriquer des outils. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais ce ne sont pas les outils qui intéressent Alex. C'est les images qu'on a vues tout à l'heure. Il veut savoir si le corbeau peut résoudre des problèmes. Il va le soumettre à un petit exercice. Il travaille avec des oiseaux sauvages qu'il relâche au bout de 3 mois de captivité. Celui-ci est surnommé 007. L'oiseau a pour mission de récupérer un morceau de viande enfermé dans cette petite boîte. On a glissé de la viande entre ses parois. Alex a placé la viande à distance du bord, hors de portée du bec du corbeau. Il a laissé différents objets à la disposition de 007. Un petit bâton. Saura-t-il s'en servir? Un long bâton. Les trucs à gauche. Mettez-vous à la place du corbeau. Vous voyez de la nourriture au fond d'un trou. Comment pouvez-vous l'attraper à l'aide de ces outils? Alex a déposé pour lui un petit bâton attaché à une corde, 3 cailloux placés dans des cages et un bâton plus long enfermé dans une boîte. Ça fait la taille du morceau de viande.
Je vais pas me fatiguer perso, mais... Le corbeau doit se servir du bâton pour attraper les cailloux qu'il devra laisser tomber dans la boîte pour accéder au bâton plus long. Ok. Comme ça, il pourra glisser le bâton dans l'interstice pour essayer de récupérer la viande en la tirant avec cet outil. Un exercice difficile. Le corbeau a eu l'occasion de résoudre chaque problème lors d'exercices individuels. Pour la première fois, il va devoir franchir 8 étapes dans un ordre bien précis. Ouais, il a appris déjà avec d'autres trucs. Musique suspense, attention. Dans un premier temps, il étudie les éléments. Il commence par le petit bâton. Aucun problème. Et après, c'est monté. Il est trop court pour atteindre la viande. Il tente donc d'attraper le premier caillou. C'est un succès. Mais il ne sait pas quoi en faire. Il saisit alors le deuxième caillou. Toujours pas. Il semble perdu. Soudain, il paraît avoir compris. Il pose le premier caillou. Imaginez s'ils avaient des bras en plus. C'est pas dans la merde, hein. Ce seraient des dinosaures. Puis, il va chercher le dernier. Let's go. Il a réussi. Dernière étape. C'est aussi pour montrer un peu les... Comment est-ce qu'on teste l'intelligence des animaux, quoi. On essaie de trouver des problèmes. Chacun des 8 obstacles dans l'ordre. On sait pas combien de temps ça a pris, on sait pas quelles ont été les étapes avant pour l'entraîner. Quel spectacle fascinant. Il a résolu d'autres problèmes avant, mais... Ça, on sait... Enfin, les corbeaux, c'est vrai que c'est de plus en plus... chose intéressant. Pour finir, on va voir encore, je pense, 3 vidéos là sur des... d'autres animaux, histoire de faire un peu le tour de différents types d'intelligence animale. Alors je sais pas par contre la longueur des vidéos, donc on va peut-être aller... Pareil, zapping sauvage. On est sur une série. Faisons une expérience avec Pookie. Les éléphants. Un jeune éléphant. Ah, le test du miroir. On y revient. Ça c'est un éléphant d'Asie, du coup. Un plus petit, il ne se reconnaît pas tout de suite, mais il réfléchit. Il doit comprendre 2 choses. Est-ce que vous avez entendu la musique de fond, la musique éléphant? Le reflet n'est pas un autre éléphant, et que c'est lui. Contrebasse. Là on est sur le test du miroir. S'il se sentait menacé, Pookie frapperait le miroir. Mais il préfère admirer ses belles défenses. Bon, là, on est sur du commentaire de vidéos de divertissement. Je sais pas s'il admire ses belles défenses. Il bouge la tête pour tester son reflet. Ça prouve qu'il sait très bien ce qu'il fait. En tout cas, on sait que les éléphants passent le test du miroir. Visiblement, il aime beaucoup ce qu'il voit. En essayant de toucher la croix pointe sur sa tête, il montre qu'il a compris que c'était bien son reflet. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il a conscience de son identité. Ça, c'est le test du miroir. Josh Plotnick travaille en Thaïlande. Et avec son équipe, il a imaginé un test avec une table coulissante, une corde
et une récompense. Pour ramener la table vers eux et accéder aux graines, les éléphants doivent tirer la corde. Ok, donc là, le problème, c'est qu'il faut tirer les deux côtés en même temps. Il nous montre que les enfants n'arrivent pas à résoudre le problème. Ils doivent donc comprendre qu'il faut faire équipe. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ils n'y sont pas parvenus du premier coup, mais ils sont en train de réfléchir. D'abord, ils doivent comprendre ce qui se passe. Il y a une information à intégrer. C'est une tâche nouvelle pour eux. La première chose qu'ils réalisent, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et ce n'est pas tout. Leur partenaire doit être là, mais en plus, il doit faire quelque chose. Après 3 tentatives, les plus malins réussissent le test. Maintenant, Josh veut s'assurer qu'ils ont vraiment compris le concept. Oui, parce que bon. Il lâche un premier éléphant pour voir s'il va attendre l'autre. Fais rien tant que t'as pas commencé. Hein. Ok. Josh a la confirmation qu'il espérait. On voit que les éléphants réfléchissent et comprennent qu'il faut coopérer. Ça prouve que ce sont des animaux intelligents qui savent s'adapter. Ok. Bon, bah, très bien. Les animaux sont donc assez intelligents pour coopérer. Mais en quoi cela les aide-t-il à survivre? Les dauphins. Maintenant, les dauphins. Ok, donc on utilise leur mode de enfin, l'écolocation, quoi. A series of shapes are projected onto an underwater screen. Okay. Each shape symbolizes a different type of fish. For example, a square means a mackerel. A cross is a squid. By aiming their echolocation beam at a shape projected on the screen, the dolphins can choose what type of fish they want to eat. The echolocation beam shows up as dots. Green is a weak signal, white is strong. Okay, donc ils apprennent à choisir comme ça. Underwater hydrophones record the echolocation sound signals. The black dots here are the hydrophones, 16 in all, and the cable just takes the signals from the hydrophone to the computer. Okay. When the echolocation beam is strong enough for the computer to read the signal, the trainer's whistle blows and the dolphins get their chosen reward. Only 3 dolphins in the world have been trained to do this. Ouais, Out of them, Luna was the quickest to grasp the concept. Ouais, c'est de l'entraînement, c'est l'apprentissage, quoi. Après, est-ce que c'est un test d'intelligence? She managed to hit her chosen target almost instantly every time. C'est un conditionnement, hein. Luna is a young dolphin and as such a little bit more motivated. She likes to play, to investigate things, and she's very eager to please the trainers. Each run of the experiment yields different results. It allows Luna to choose what she wants to eat. Some days squid is her favorite, on others it's mackerel. So here are the symbols
for capelin and squid, and these round and green dots are the trace of the sonar beam. And now Luna hit the squid symbol, and then she made a little buzz of happiness that she managed to trigger it. She can now go back to the trainer and she will be given a squid. And when her work duties are over for the day, it's time for some well-earned rest and play. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'intelligence. Là, on est sur du conditionnement. Bah... Mais ok. En même temps, je redécouvre des vidéos avec vous à chaque fois. Donc, j'ai fait une petite présélection, mais c'est tout. Ok, alors, je sais pas pourquoi j'ai ça. On s'en fiche. Dernière vidéo d'exemple, ça va être sur... les poulpes. Les poulpes, qu'est-ce que ça donne? Enfin, poulpe, pieuvre, pardon, plutôt. Qu'est-ce que ça donne, les pieuvres? Eh ben, let's go, allons-y. Sous-titres. Ah, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Il n'y a même pas de François Lassagne, bonjour. Bonjour. On s'intéresse aujourd'hui aux animaux intelligents, mettons, à l'intelligence animale. Alors, on connaissait le dauphin, on connaissait le chimpanzé, l'éléphant. Il faut y rajouter le poulpe. Le poulpe ou la pieuvre, c'est son autre nom aussi. Ça n'est pas un mammifère, et c'est ça qui le différencie, ce poulpe du dauphin, très connu, d'éléphant, des grands singes, de nous. C'est très rare, donc. C'est pas que c'est rare, c'est que c'est un céphalopode, c'est mou, et pourtant, c'est très intelligent. Alors, donnez-moi des preuves, et on cherchera après pourquoi. Alors, la plus belle, peut-être. Il a été observé un poulpe se mettant en chasse, allant chasser un crabe sous l'eau, parce qu'ils adorent les crabes, attrapant le crabe, se rapprochant de la rive, venant déposer le crabe sur le rivage, repartant en chasse et venant tranquillement, un peu plus tard, déguster le petit crabe chassé plus tôt. Donc ça veut dire que l'animal se souvient qu'il a mis sa proie quelque part et qu'il va pouvoir la manger plus tard. Et pourquoi il fait ça? On n'est pas allé lui demander, mais on pense bien que c'est pour mettre la proie à l'abri d'autres chasseurs comme lui. Donc il se fait un garde-manger. C'est à l'évidence un signe d'intelligence. Autre exemple, il joue, vous dites. Oui, on les voit jouer, c'est-à-dire qu'on les voit manipuler des objets sous l'eau, des cailloux, des rochers, des brindilles, et on ne sait pas bien pourquoi, donc on a l'impression qu'ils jouent parce que ça n'a aucune fonction ni alimentaire ni de chasse, et on les voit passer beaucoup de temps à faire ça. Donc c'est sans doute du jeu, c'est-à-dire qu'ils apprennent peut-être à se servir de certains objets. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont des outils. Ils ont des outils, ils utilisent, un peu comme les chimpanzés, parfois des brindilles pour aller chercher quelque chose à l'intérieur d'un trou dans le corail, par exemple. Et puis en laboratoire, parce que ce sont des animaux qu'on observe beaucoup en laboratoire, dans des petits aquariums, on voit qu'ils savent, par exemple, ouvrir un flacon avec un couvercle dans lequel, encore une fois, on met un crabe. Décidément, ce sont des animaux qui raffolent des petits crabes. Donc on a en laboratoire des petites vidéos qui les montrent parfois, où on voit la arrivent à ouvrir avec les ventouses de leurs tentacules, ouvrir et puis se saisir du crabe pour le manger. Donc ils apprennent. Ils jouent, ils ont notion de temps, ils sont malins. Effectivement, on ose le dire, on a bien l'impression qu'on est face à une forme d'intelligence animale. Alors les scientifiques se penchent et regardent d'abord le cerveau. Ils regardent le cerveau, et mieux que ça, pour comprendre comment leur cerveau est fait, ils se sont aussi intéressés à l'ADN. Et une espèce de poulpe particulier a eu son ADN séquencé totalement il y a quelques mois, et c'était une surprise fabuleuse. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a plus de séquences ADN qui fabriquent des choses précises chez le poulpe que chez nous. Et en plus, à l'intérieur de ces séquences, il y en a certaines qui font une chose très particulière. Elles produisent un système nerveux pas comme le nôtre. Ah, très différent. Très, très différent. Extraterrestre. À la limite, mais le mot est lâché. Extraterrestre, c'est ce que nous a dit un des spécialistes du poulpe qui nous a dit « j'ai jamais vu ça, je suis vraiment devant un animal venu d'ailleurs », parce que ça fonctionne pas du tout comme le système nerveux des mammifères, typiquement des humains. Nous, notre cerveau, il a des autoroutes entrecroisées les unes avec les autres, et le signal, l'information circule très très vite d'un point à un autre. C'est une des clés de l'intelligence humaine. Chez le poulpe, ce qui se passe, c'est que les neurones sont beaucoup plus courts, mais beaucoup plus nombreux, et l'information ne va pas très vite. Parce que dans les gènes qui fabriquent le réseau de neurones du poulpe, il manque quelque chose pour fabriquer une gaine qui entoure les neurones, la myéline, qui accélère le signal dans notre cerveau à nous, mais du coup, pas chez le poulpe. Chez les poulpes, les neurones sont plus proches, les trajets sont plus rapides. Les trajets isolation sont pas des plus gaines. rapides. Ils vont pas vite, mais ils sont plus proches, et il y en a beaucoup, comme si on avait émietté le réseau d'autoroutes chez nous en autant de petites départementales collées les unes aux autres. Et puis quand on regarde le génome d'un peu plus loin, ce que nous disent les chercheurs, c'est que
il n'est pas du tout organisé comme celui des mammifères, il est organisé comme nul autre être qui a été séquencé jusqu'ici. Ils nous ont dit, on a l'impression d'avoir un génome passé au mixeur. Une forme d'intelligence totalement différente. Oui, c'est très bizarre. Ça veut dire que oui, l'évolution a inventé une forme d'intelligence, puisqu'on voit que cet animal est intelligent, avec d'autres outils que la nôtre. Et puis c'est d'autant plus bizarre que elle a une histoire un peu particulière, la pieuvre, le poulpe ou la pieuvre. En fait, il y a 270 millions d'années, c'était un animal pas vraiment intelligent, c'était une palourde. Ah oui. Son ancêtre à la pieuvre, c'est un coquillage qui n'a pas de tentacules. Mais et on connaît dans le langage courant la réputation de la palourde. C'est ça. C'est pas très malin. Formidable sujet d'étude, la pieuvre. Hein. D'ailleurs, quelle différence il y a entre pieuvre et poulpe? Et en fait, c'est exactement la même chose du point de vue de la biologie. Et le mot pieuvre vient d'où? On le doit à Victor Hugo, c'est lui qui a proposé ce mot pour parler du poulpe. Donc pour les naturalistes, c'est un poulpe, et puis pour le commun des mortels, grâce à la littérature, c'est une pieuvre. Ok, donc en fait c'est la même chose. Ok, bon. Très bien, alors j'ai encore des articles, plein de trucs et tout ça, mais on va s'arrêter là pour les sources parce que on va regarder un petit peu ce qu'on a comme info. Alors, je vous remets la carte, bien sûr. Je vais essayer de la mettre ici, si j'arrive à vous la mettre en entier.